José Quiroga, il est peut-être en route, et aussi des membres du Business Forum Argentine, France, connu comme Alpha, dont la présidente, Florence Pinault de Villechenon, nous accompagne à titre d'intervenante. Je salue aussi les professeurs et les étudiants de SCP présents dans la salle, de même que des représentants du Quai d'Orsay et des diplomates latino-américains, diplomates français, qui ont tous accepté de nous accompagner pour mieux connaître la situation en Argentine. Ce soir, nous parlerons de l'arrivée au pouvoir, il y a un an, de Javier Milei. On se souvient tous des images du candidat à la tronçonneuse. On va vous montrer une image. Voilà. Qui s'engageait à éliminer de nombreux ministères, à simplifier les règles et les normes devenues trop lourdes, à ouvrir le pays à l'investissement étranger, à réduire les dépenses publiques, le déficit, la dette et l'inflation. Il promettait de remettre l'Argentine sur la voie du libéralisme économique et de réintégrer pleinement l'économie mondiale, après 2 décennies durant lesquelles le pays s'était éloigné des démocraties libérales. Pour Javier Milei, l'État ne devait plus être perçu comme la solution à tous les problèmes. Ça fait réfléchir, hein? Il y a des parallèles à faire avec certains pays. Mais je ne parle pas que de la France, hein? Il s'agit d'un changement radical de vision. Comment mener toutes ces réformes en s'assurant que la confiance du peuple argentin se maintienne? Quel est le bilan, un an après l'arrivée au pouvoir de ce nouveau président qu'on peut qualifier de révolutionnaire? Pour répondre à ces questions, il me fait plaisir de vous présenter nos intervenants. Eduardo Bocardo, vous êtes conseiller économique à l'ambassade de l'Argentine, tout récemment arrivé à Paris. Vous êtes avocat de formation et vous avez travaillé auprès de plusieurs sociétés étrangères et aussi comme conseiller au sein de la Société financière internationale, qui, je crois, fait partie de la Banque mondiale. Vous avez aussi œuvré comme conseiller auprès du président argentin Mauricio Macri et par la suite, vous avez été sous-secrétaire aux affaires institutionnelles de la ville de Buenos Aires. Victoria Alvarez, le Mentec, vous êtes avocate et fiscaliste internationale et conseiller du commerce extérieur. Vous avez votre propre cabinet. De plus, vous enseignez la fiscalité internationale dans plusieurs universités et écoles de commerce. Vous êtes aussi l'auteur de la chronique annuelle de fiscalité latino-américaine de la revue de droit fiscal. Et vous contribuez également à d'autres revues de droit fiscal. Florence Pinault de Villechenon, vous êtes professeure émérite à l'ESCP Business School. Vous dirigez le Centre d'études de recherche Amérique latine-Europe, connu comme CERAL. Vous êtes membre fondateur et présidente de Alpha Argentine Business Forum. Vous êtes aussi coordonnatrice au sein du réseau franco-argentin Marianne. Sébastien Nieto Parra, vous êtes économiste d'origine colombienne et chef de l'unité Amérique latine et Caraïbes au sein du Centre de développement de l'OCDE. Vous coordonnez le rapport annuel sur les perspectives économiques de l'Amérique latine, de même que de nombreuses études multidimensionnelles sur les pays d'Amérique latine. Jeff Streeton, vous êtes australien, Chief Development Officer au sein de Eramet, un groupe minier international basé à Paris, majoritairement français. Vous êtes responsable de la stratégie du développement des projets miniers et de la recherche et innovation au sein de votre groupe. Vous avez travaillé par le passé comme cadre exécutif au sein de plusieurs grands groupes miniers internationaux avant de vous joindre à Eramet en 2022. Alors, merci à tous nos intervenants d'être avec nous. Vous allez beaucoup nous éclairer ce soir. Et vous allez avoir une complémentarité dans vos propos, ce qui est très, très bien.
On commencera avec Eduardo Boccardo. On va vous faire pratiquer votre anglais parce que Eduardo fera sa présentation en anglais, bien que les slides seront en français. Et aussi Jeff Streeton, qui parlera à la fin, fera sa présentation aussi en anglais. Alors, je vous invite à mettre peut-être les portables en mode silencieux. Et à la fin des présentations, nous aurons une période de questions. Et le tout sera suivi d'un verre amical qui aura lieu au rez-de-chaussée. Alors, nous commençons avec Eduardo. Hola. La parole est à vous. Okay. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour faire la présentation en anglais, mais ça fait seulement 2 mois que je suis là, à Paris. Alors, peut-être que la prochaine fois, je vais parler en français. Si vous m'invitez. Oui, c'est bien. OK, d'accord. Well, thank you everybody for being here. Thank you Geneviève, thank you Florence and everybody at France Amérique pour cette invitation, for this invitation. I would say first, I have 5 minutes. I'm going to start. So let me tell you, it's a pleasure for me to be here sharing with you the excitement that we're feeling in Argentina with this new process that we are living and experiencing with the presidency of Javier Milei, who's just 1 year old. And so let's start by showing the same picture that Javier showed us, because this reflects at all about Milei and how he was elected. He campaigned during this, so everybody noticed this during the campaign, and so all the measures that he has been taking is not taking anybody for surprise, because everybody knew. So let me tell you that what we are doing as a country and as a government in Argentina is do the homework to try to regain the position that Argentina had many years ago after decades of failed policies by politicians. So we are working hard to recreate the essence of the country. How was the country? Based on the values of liberty, a very important word for Javier Milei, who is a true believer in free markets, free economy, and the individual freedom. We are also working very hard here in France and everywhere in the world, everywhere, to earn trust and get the confiance of the people, because we lost it many years ago. And so the fact of me being here, the fact of everybody of us going to all these places and explaining what is going on, it is really helpful to try to show what we are doing. So 1 year ago, Javier Milei was elected. This was the cover of The Economist just 2 days ago. I don't know if you knew this, but it was 2 days ago. And so Javier Milei is an outsider from politics. He doesn't belong either to, Argentina has 2 coalitions or 2 big parties, Juntos por el Cambio and the Peronism. And so he's really pretty much an outsider. He was well known by the public because he was on TV dancing and doing things and talking about the economy, a mixture. So everybody, an advantage is that a lot of people knew who Milei was. What they didn't know was that he one day would become president. So I would say the Argentine people really, it was a tsunami for us when he was appointed, elected, because although the polls were quite good for him, nobody really expected him to win. And so let me just say, because otherwise it would be a long presentation, what the challenges, macroeconomic challenges, Milei had 1 year ago when he started his presidency. He basically had 2 very important challenges, inflation and fiscal deficit. When he was campaigning, he said exactly what he was going to do: slash capital expenditure by the state, cut also public jobs, people working in government. So nonetheless, the people still
knew that if he won, he would really put some, I would say, suffering into the people. Because the measures were harsh. But also he was telling the harsh truth of how Argentina was. And the people in the country, tired of decades of getting politicians lying to them, they really decided to vote for somebody who was outside the system. So it's quite a breakthrough. Because normally politicians in campaign, they don't say what they're going to do. That's everywhere. So he did something that nobody, at least in Argentina or in the region, had done before. He's doing exactly what he said he was going to do for the first year. So the first year, what he did was, there was a big deficit, as I said. First of all, the inflation was très élevé, and by 1 year ago, it was almost 30% a month, and a month. And now the inflation is 3% a month. That for us, the Argentinians, is quite a miracle. For you, maybe it's not so much, but for us, it was amazing. And also, he cut fiscal deficit. There's a chart there, but he reduced deficit, fiscal expenditure, almost to zero. It was really unbelievable. And an important thing to notice is that when, well, this is the same thing that I just said, what is the political landscape in Argentina right now? It's a federal country. We have 24 districts, 23 provinces, plus the city of Buenos Aires, and no governor really is from Javier Milei's party. And so that means that in Congress, the composition of both the representatives and of senators, he doesn't have a majority. But still, he managed, amazingly this year, to obtain a lot of consensus to pass very important laws, very important economic laws. He's an economist, he's very smart, and he was focusing on this, and he's really achieving what he said for this first year. So, what he did this year is he started with reforms, and so, let me do this. He sent to Congress a law, which is called Ley Bases, which was negotiated during 7 months, which is a lot, but he managed to get the consensus of all the Congress and of all the political parties. One of the things that Victoria is going to talk about is one of the reforms for investments and fiscal benefits called RIGI, but the important thing is that he managed to do that with all the political spectrum, even with the opposition. Well, that's the RIGI, but going back, Javier Milei really is doing the most drastic reform in the history of Argentina. In a very similar movement that was done at the beginning of the 90s with the presidency of Carlos Menem, who reformed the state. He's deregulating, he's curbing, as I was saying before, the capital expenditures of the state, and he's really reforming. It's the plus agressive of the Argentine history. Now, we are now celebrating or commemorating 1 year of his government, and because I don't have much time, I would like to say something about what is coming up. So, what the challenges he has. One, it's a political challenge. By 1 year from now, we're going to have the midterm elections. That is really, that is for you. So, before the, I would like to point this out. We're going to be having midterm elections, so his image in the population is really high. That doesn't happen usually to a president, which normally after 1 year in government goes down. Well, Javier Milei is managing to keep public support. One of the challenges is to really get into all these structural reforms, and especially to make the economy start growing. Because what he has been doing right now with the chainsaw is cutting, but now he needs to make the
economic growth, and also to raise capital controls, which is a big hurdle to investments. So these are I would say, one of the challenges he has, also to keep fiscal deficit in zero, lift up capital controls, get access to international markets, and also get the program with the IMF. But again, the political support will be really much needed because we have a 4-year term in Argentina, and if you don't get the support on the midterm, then it gets difficult. So this 9 minutes, it's a lot. So the conclusion would be, I would say that Argentina is on the way of getting stabilized, and the concentration getting fiscal deficit under control is very important. And as the last thing said, we have a lot of challenges, but so far so good, and we are really excited on that. So thank you, and okay, let's continue with the presentation. I have a question for you, Eduardo. What was the most difficult reform, and how do you explain that the Argentine people who lived 2 decades in a totally different environment, fiscal, economic, social environment. How do you explain that his popularity rate is being maintained? What is the secret? And also, what was the most difficult reform? You mentioned the civil servants, cutting into the civil service, because these are issues that can interest us in France, given that these are issues discussed daily these days. Well, it's more like an anthropological or sociological question, I think, because not only political, because I think the Argentinians really perceive President Milei as being very authentic. He really does what he says he's going to do. He's an ordinary guy, an ordinary person. He's not coming from the political, I would say. He's an economist, but I mean ordinary in the sense that he was not into politics. He was working in the private sector. He was academic as well. So that is one of the things. He's perceived as being very authentic. The other thing is that the Argentinians got, as I was saying before, really tired of getting lied by politicians for many decades. If you follow the history of Argentina, especially in the past 4 decades, is mismanagement and failed policies. So suddenly there was somebody saying, we have to do this, we have to go to this place, it's gonna be hard, you're gonna suffer, but it's the only way. And the people believe him, actually. And now they still believe him because he's doing what he said he was going to do. So that's the answer to your second question. The first one, in terms of reform, Ley Bases, it's a law, but it contains many laws inside. So it's a big piece of legislation. So it was negotiated during 7 months. Congress had to work a lot. And everybody needed to be on board because it has a lot of incentives, fiscal and economic, that are going to last for 30 years. So in order to give security for investors and everything, you really need to get everybody on board. So that was the most difficult one. Thank you. We say that the poverty rate has increased. How does he cope with this? Because if it keeps increasing, apparently poverty rate, unemployment is increasing as well, apparently, because of course, if you cut civil service jobs, well, these people have to get another job, and it may take a while. So how does he cope with this? No, again, what is happening is exactly what President Milei said was going to happen by
doing these reforms that needed to be done. So nothing was unforeseen. And of course, and he said specifically, I remember in his campaign, it's going to be very harsh, you're going to suffer a lot, but in order to cross the Rubicon, we need first to do this, otherwise it would be impossible. So one of the good things he did is that when he cut the fiscal spending, he didn't cut the aid for social programs. So that is one of the things he kept. So the people who most suffer are still receiving help from the Argentine government. Another criticism that we've seen is that there was maybe a risk of concentration of power. Apparently, he has confidence in a few a narrow circle of close people who are close to him, including his sister, I believe. And so how is this perceived? Because, I mean, in a democratic model, the last thing you want to do is to be perceived as running a concentration of only a few individuals who have power over the rest of the population. Yes, but I think that in this case, it is working and it's right, because first of all, we are talking about a small group of people leading the executive power. Then you have the other two powers. And the case in Argentina was we had a lot of ministries and a lot of people and a lot of bureaucracy. And suddenly you have a small group of people making the decisions, not conflicting with each other. So I think that is being perceived as strong. You have the leadership, and it's very clear what he says, he does, and everybody's following him on that. He doesn't have other, I would say, dissident voices in the government, which I think is good. When everybody is really convinced of what the goal is, what the North is, and you follow that, that's even better. So I think in this case, that is being perceived as something, a quality, a virtue by the people. And what about his relationship? We read that he was an admirer of Trump and an admirer of other leaders who are not exactly the same ones that the previous governments worked closely with. So how is this perceived in the public opinion? How do you foresee the future relation between Argentina and the US? Does Argentina want to become a major power in Latin America, which could trade more with the US and more with Europe, for example? Well, again, he's a believer in free markets, liberty, individual freedom. So I think what I recommend to everybody when they ask me about Javier Milei is that you can easily go to X, the X Twitter, and everything is there. I mean, his vision, his position, what he does, it's very easy. So there's no so much controversy on that. He's a believer in that. Of course, Argentina is well aligned with the US, but he will do everything to open the country and to get investments, try to open trade. He's a really believer in free markets and individual freedom and liberty, as I said. So, but I recommend you, if you haven't done it, go to X, and then you can see what he tweets, what he retweets. I mean, everything is there. I'll follow your advice. Alors maintenant, merci Eduardo. Maintenant, nous allons demander à Victoria de nous donner la perspective, son analyse sur les réformes et comment les investisseurs réagissent. Allô? Merci Geneviève. Merci donc à l'Institut France Amérique pour cette invitation. Lorsque Geneviève m'a proposé de commenter l'actualité économique du gouvernement argentin, je lui ai dit qu'on pouvait le faire à condition d'être passionné sur quelques sujets polémiques et de juger les institutions comme préconisait Michel Foucault parce qu'elles font et pas parce qu'elles nous disent qu'elles font. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on a approché le sujet. Pardon, merci. Sachant que je suis avocate fiscaliste, je ne suis ni sociologue ni économiste,
Donc voilà, on s'est attaché notamment à voir la nouvelle réalité législative et économique du pays. Donc effectivement, donc une réduction de l'inflation spectaculaire, donc 149 en 2024 contre 211 en 2023 et 45% notamment normalement l'année prochaine. Déficit budgétaire de 0 alors qu'il a été de 5,2 l'année dernière du PIB et qu'il est en France de 6%. Équilibre de compte extérieur, donc on avait un écart d'échange en décembre de l'année dernière de 183%, il est aujourd'hui de 15% et donc on vise l'émission zéro. Risque pays à presque 2000 en décembre 2023, aujourd'hui à moins de 800 points. Le taux de pauvreté qui était de 45% l'année dernière, effectivement, il a été augmenté à presque 53% cette année, mais bon, il ne vient pas de zéro non plus. Un taux de chômage donc légèrement en hausse, c'est 20 000 salariés, normalement c'est une statistique où les informations dont on dispose du secteur public, donc après, bon, il y a un arrêt partiel et temporaire des chantiers publics, enfin, temporaires s'ils sont repris par le privé. Mais il y en aura qui ne seront pas repris, en tout cas par l'État national. Dette publique, encore une fois, réduite, et vous allez voir comment. Et une augmentation dans les sociétés leaders argentines cotées en bourse. Merval, c'est comme le CAC 40 argentin, plus 130% cette année, plus 91% si on prend tout l'indice. Donc, comment ça a été possible ? Déjà, donc déficit public zéro, vous imaginez bien qu'il n'y a pas 40 solutions, on a augmenté les recettes et réduit les dépenses. Donc à peu près 3% des dépenses réduites par rapport au PIB, un tiers de la dépense publique, où est-ce qu'on a coupé ? Donc on a des subventions sur l'énergie et le transport. Donc à titre anecdotique, quand vous mettiez ensemble tous les tarifs payés par les ménages et les entreprises, on est arrivé à des montants quasiment dérisoires parce qu'ils étaient subventionnés par l'État. Donc un arrêt des chantiers publics, sauf pour ceux qui étaient finalisés à presque 80% ou ceux qui avaient un financement international. Coût de fonctionnement, donc moins 6% des fonctionnaires, environ 20 000 fonctionnaires en moins, notamment les doublons, l'entité de régulation de l'eau avec le sous-secrétariat d'ouvrage hydrique, par exemple. Transfert aux provinces, donc réduction et transfert aux provinces. Et l'Argentine, c'est un État fédéral. Hein, il y a 3 niveaux de gouvernement, nation, État et municipalité. Plus de publicité officielle. Bon, c'est une dépense plus symbolique qu'autre chose, mais ça a entraîné tout un tas de malentendus avec la presse. Et retraite, et on va voir ça dans le slide suivant. Alors, augmentation des retraites, donc des recettes, rétablissement de l'impôt sur revenu sur les salaires qui avaient été abrogés en 2023. Augmentation de l'imposition sur importation, rapatriement des dividendes, taxes pays, et imposto país, amnistie fiscale et régularisation des actifs non déclarés, blanqueo. Et puis, réduction de la dette par la dépréciation de la monnaie. Donc, en décembre de l'année dernière, vous avez dû entendre parler, donc 54% de dépréciation de la monnaie. Donc, Eduardo et Geneviève vous ont présenté la tronçonneuse. Donc, aujourd'hui, vous allez apprendre le mixeur. Donc, après la tronçonneuse, on a eu le mixeur pour liquéfier la dette publique en peso par rapport à la devise étrangère. Les bases, donc Eduardo nous a expliqué de quelle manière aujourd'hui la Libertad Avanza n'a pas la majorité législative, donc il a fallu négocier cette loi qui inclut par exemple une liste des 6 sociétés qui vont être privatisées. Intercargo, c'est un transport aéroportuaire, Enar, Sal Énergie, AISA, Eau et Assainissement, Tren Belgrano, des opérateurs ferroviaires, sont dans les processus législatifs, Aerolíneas Argentinas, YPF, donc c'est comme Air France et Total, si on veut l'équivalent, le radio et la télé argentine, Nucleo Eléctrica Argentina, qui détient les 3 centrales atomiques argentines, des banques, des sociétés d'assurance de l'État, etc.
Ce qu'elles font avec ces sociétés en attendant, c'est qu'elles améliorent les futures conditions des ventes. Par exemple, elles vont négocier avec l'État des aménagements, avec les syndicats, des aménagements qui réduisent les coûts salariaux aujourd'hui qui sont parfois très élevés. Sur l'amnistie prévisionnelle maintenue par la loi Base, c'est un sujet qui est très compliqué. Donc c'est une dépense publique importante, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, donc on a environ seulement 20% des demandes de retraite aujourd'hui ont cotisé le total qui est 30 ans en Argentine, 40% du total. Donc bon, on n'a pas réussi. Il y a eu récemment une réforme qui n'a pas abouti parce qu'on considère que ces réformes pour l'instant n'ont pas de financement, donc ce n'est pas pour tout de suite. Et donc c'est lié aussi au degré d'économie informelle en Argentine. Comme l'a dit également Eduardo, les aides sociales ne se sont pas arrêtées, loin de là. Si on prend les valeurs réelles, l'assignation universelle por hijo, les plans 1000 jours pour les femmes enceintes, la carte alimentée et les aides de scolarisation étaient multipliées par 2 en valeur réelle, et voire pour les aides de scolarisation jusqu'à x5. On a eu aussi un assouplissement des règles d'échange pour les paiements des importations. Donc, on est arrivé en décembre avec une dette des importateurs vis-à-vis des fournisseurs étrangers de 60 milliards. Donc, habituellement, c'est 30. Donc on a mis en place, donc peut-être vous l'avez vu dans vos sociétés, vous arrivez maintenant, enfin ceux qui exportent vers l'Argentine, vous arrivez à vous faire payer à 25%, 50%, 75% et 100%, donc à 120 jours en 4 fois, et ça marche. Avec aussi pour le stock de dettes passées la possibilité de payer un BOPREAL, donc un bon de l'État cotisé à l'étranger. Dérégularisation, débureaucratisation, encore une fois sur un certain nombre de secteurs, aéronautique, la poste, transport routier, passager, le vin. Donc on avait un prix minimum, par exemple pour le raisin ou bien pour d'autres activités. L'administration publique avait l'obligation de voyager par la compagnie de l'État. Donc tout ça, et petit à petit, ça va être déréglementé et par conséquent, ça devrait libérer, disons, et ouvrir la porte à des investisseurs étrangers. Ley Hojarasca, donc pour abolir des lois inutiles, voilà, des cercles, disons, des activités qui devraient être soutenues par le privé et pas par le public. El RIGI. On a ouvert pour les investissements de plus de 200 millions de dollars un régime spécifique qui permet de, par exemple, avoir un impôt sur un taux d'impôt société à 25% au lieu de 35%, le taux de droit commun. Un déficit reportable sans limite. Donc aujourd'hui, il y a une limite par la loi et puis c'est cible au-delà des 5 ans, donc pour ne pas le perdre. 3 ans d'exonération des droits d'exportation et dans certains cas 2 ans. Donc il faut savoir qu'en Argentine, il y a encore certains droits sur les exportations. Imputation comptable de l'inflation, ce qui n'est pas prévu par la loi de droit commun. Et une retenue à la source réduite sur dividende, donc à 3,5 après 7 ans, avec un engagement de stabilité fiscale, c'est-à-dire de ne pas aggraver la charge fiscale, douanière, d'échange social pendant 30 ans. Donc tout ça entraîne effectivement une libéralisation du commerce international. Bon, à côté de ça, on a une réactivation du réseau fiscal conventionnel international. Et l'horizon auquel on souhaite arriver, je dis on, mais c'est le gouvernement argentin, donc que je ne représente pas, c'est la sortie du cepo cambiario en 2025, donc de la restriction au contrôle d'échange, aux restrictions d'échange qui existent aujourd'hui. Donc Geneviève m'a demandé quels étaient donc les impacts de ces mesures qui, comme l'a dit Eduardo, sont parfois très difficiles à vivre pour la population. Hein. Donc,
à part la popularité qui aujourd'hui est d'environ, tu me corriges si je me trompe, mais environ 40%, il faut savoir que plus on a, paradoxalement, et ça c'est des études qui sont faites pour le coup par les instituts de sondage, plus on a, on a dans la presse des informations sur les leaders de l'opposition et puis récemment sur des cas qui ont été connus, des décisions, des jugements de la Chambre d'appel en matière pénale économique. Donc, il apparaît qu'il y aurait une corrélation entre ces nouvelles et l'augmentation du taux de popularité de Javier Milei en Argentine. Donc, évidemment, le sort des législatives de l'année prochaine, vous avez compris, en octobre, c'est absolument crucial. Donc, pour aller plus loin, il faut une majorité législative, sinon, ça va toujours rester soit avec des négociations très très longues, soit avec des réglementations via décrets qui ont des limitations. Le Fonds monétaire international annonce pour l'année prochaine un taux de croissance d'environ 5%. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est à suivre. Donc, les perspectives, voilà, elles sont ce qu'elles sont. Ça, c'est les factuels. Donc, on verra comment ça avance. Espérons dans le bon sens, mais bon, le temps dira. Merci beaucoup. Alors, Victoria, une question. Vous avez parlé un peu de la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que la retraite actuellement, le système de retraite en Argentine, c'est un système par répartition? C'est un système solidaire. Ce n'est pas du tout... il n'y a pas de capitalisation actuellement. Non, aujourd'hui, c'est un système qui ressemble à peu près au système français, donc solidaire par répartition. Alors, en France, on est à 42 ans de cotisation. En Argentine, on est à 30 ans de cotisation. En France, on est à 64 ans. En Argentine, on est à 60 pour les femmes, à 65 pour les hommes. Donc, ce qui a bloqué pendant la loi Bases, d'ailleurs, on a fini par sortir ce sujet de la loi, c'était la possibilité d'abroger une forme de facilité qui permet à ceux qui n'ont pas les 30 ans de prendre sa retraite quand même et payer au cours des 10 années suivantes les trimestres manquants. Donc, pour l'instant, c'est toujours en vigueur jusqu'à mars de l'année prochaine. Parallèlement, le gouvernement, au mois de mars, il a mis en place une mesure qui oblige à actualiser les retraites sur le taux d'inflation. Or, on dit que l'inflation, elle baisse. Donc, ça gère un problème. En septembre, il y a eu un projet de loi voté par les députés et les sénateurs selon lequel on souhaitait ajuster les retraites selon le taux d'augmentation des salaires. Donc, on voit cette année que les salaires augmentent à un taux plus important que celui de l'inflation parce qu'ils prennent compte de l'inflation tardive, enfin de l'année dernière, de 2023. Donc, et ça, c'est clé aussi pour les semaines et mois qui viennent. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les gens voient que l'inflation est très faible, mais que les salaires augmentent ou les pensions augmentent plus que l'inflation, là, ça peut faire une différence. Donc, c'est pour ça que le sujet des retraites, et c'est une dépense de l'État qui est très importante. Donc, cette réforme qui n'a pas abouti du mois de septembre a été bêta. Le président a utilisé son droit de veto parce qu'il considérait qu'elle n'était pas financée. Donc on parlait d'environ, selon les chiffres publiés, c'était 6 milliards de dollars pour cette année et 15 pour l'année prochaine. Donc pour le gouvernement, ce n'était pas financé. Et donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas assez de majorité pour revenir après ce droit de veto exercé. D'accord. Et puis, vous avez parlé du contrôle des exportations. C'est une notion qui est peu connue. En fait, il y a peu de pays qui ont ça. Est-ce qu'on s'en va vers une abolition du contrôle des exportations progressivement? Et puis, pourquoi on avait ça, finalement?
Alors, il est vrai que sur notamment la vente des commodities, et l'Argentine aujourd'hui, elles vend surtout des commodities, il y a un droit d'exportation depuis plusieurs années, je ne me souviens pas, une vingtaine d'années. Et c'est vrai que c'est un impôt qui est surprenant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple un impôt sur les comptes courants. Donc là, je fais paiement par la banque, par compte courant, et l'imposto al cheque, il y a un prélèvement de 0,6%. Donc, bon, il y a ces impôts qui sont très étranges et distorsifs. Je pense que dans la philosophie du gouvernement actuel, oui, il peut y avoir une baisse des impôts sur les exportations à moyen terme, mais pour l'instant, ce n'est pas dans l'agenda, à ma connaissance. Et le système de santé, est-ce que c'est un peu comme en France, c'est principalement public ou est-ce que c'est un mix de privé et public? Et puis, comment se porte le système de santé en Argentine? Alors, c'est un système de santé où il y a le côté public, mais il est très souvent complété par par quelque chose qui ressemblerait aux mutuelles qui sont las obras sociales. Donc, c'est à la fois privé et public. Et donc, c'est lié au secteur d'activité. Et à côté de ça, il y a un troisième système qui est le système purement privé. Et souvent, les gens utilisent les obras sociales, donc les mutuelles, plus le privé. Donc, il est vrai que le système de santé purement public, il est assez délabré au jour d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des améliorations à faire. Comme dans plusieurs pays d'Amérique latine, finalement. Merci, Victoria. Alors, Florence, vous allez nous parler un peu des perceptions d'un côté et l'autre. Vous êtes franco-argentine, alors vous allez pouvoir nous donner votre lecture de comment on voit la situation. Bien, merci Geneviève. En tout cas, au nom de ESCP Business School, du CERAL et de Alpha, la Chambre argentine en France, tous mes remerciements de nous avoir associés. J'ai beaucoup de plaisir à venir ici dans cet espace où on a des amis. Et puis je vais vous dire, c'est un des espaces où on parle des Amériques avec S. Parce que dans ce cher pays qui est aussi le mien, on a tendance à dire les Américains en pensant aux États-Unis. Alors on dit, mais nous les Latinos, on est où alors dans ce tableau? Là, on est dans l'espace Amérique ES, Nord, Centre et Sud, anglo-saxonne et latine. Bon, alors j'ai choisi, puisque Geneviève est une maîtresse de cérémonie parfaite, et elle nous a organisé de façon à ce que nos propos soient complémentaires, j'ai choisi plutôt de m'attarder un petit peu sur le phénomène et la personnalité de Javier Milei. Et si vous me permettez peut-être, est-ce que je peux, Geneviève, juste pendant que le fer est chaud, compléter le propos de Victoria sur les taxes à l'export, parce qu'effectivement, on se dit, mais quel est ce pays où on alourdit? C'est comme si un montagnard qui doit grimper la montagne, on lui met des pierres dans son sac à dos. Dans tous les pays, on booste, on essaye de stimuler les exportateurs et de les financer. Autant que je sache, c'est quand même cette taxe est alimentée par le souci en Argentine, dans la vision de développement économique du pays, de se dire, bon, on a quand même les exportations faciles de matières premières qui sont capturés par les agriculteurs qui sont naturellement compétitifs et puis qui font très bien leur travail. Et donc, du coup, il faut les faire quand même contribuer au développement d'autres secteurs de la nation. Donc, la taxe à l'export, c'est quelque part à l'origine ça, c'est dire à l'exportateur, vous avez bénéficié d'un peso qui est un petit peu en retard, de cours favorables, vous exportez facilement, et bien maintenant, ça permet, avec vos impôts, on finance l'industrie en quelque sorte. Alors, je reviens maintenant sur la personnalité de Javier Milei, sur lequel et laquelle l'homme et la personnalité, on a beaucoup glosé, on a beaucoup discuté, beaucoup avec les journalistes depuis un an, et oui, depuis un an, et même déjà au mois d'août, après le premier round des élections, parce qu'effectivement, il interpelle. Il interpelle parce que c'est une personnalité qui est disruptive, qui est déroutante, qui est très déroutante. Et les Argentins, avec beaucoup d'humour, ça a été très savoureux la campagne de voir tout ce qui a circulé dans les réseaux, les WhatsApp, l'humour argentin. Et quelqu'un disait, non mais attendez, lui il n'a pas fait campagne comme le petit chaperon rouge, tout gentil et tout mignon, et après, une fois au pouvoir, il est devenu le méchant loup.
il a annoncé dès le départ, je trouve très amusant cette idée de chaperon rouge, dès le départ, il a annoncé ce qu'il allait faire. Donc là-dessus, il n'y a eu aucune... il a dit ce qu'il pensait, il n'y a pas eu d'hypocrisie, hein, et d'emblée, il s'est présenté dans son plus pur style qui trouve dans la confrontation et dans l'antagonisme la sève qu'il habite. Et bon, il y a des personnalités comme ça, et je crois que ça, c'est très vrai. Alors, c'est pour ça que ça le rend aussi déroutant. Moi, je suis de très près l'actualité argentine, 3-4 fois par jour, différents médias, et vous sentez qu'encore aujourd'hui, parmi, souvent, je dirais plutôt plus que chez ses détracteurs, mais parmi ceux qui l'appuient et qui lui souhaitent du succès, il y a de la perplexité en permanence. C'est-à-dire que souvent, il surprend là où on ne l'attend pas. Mais là où il ne nous surprend pas du tout, c'est dans ce message très clair qu'il veut adresser à la communauté nationale et internationale, aux investisseurs argentins et étrangers. Il y a quelque chose qui ne supportera pas la moindre faille, et il est très clair là-dessus, c'est cette loi du déficit zéro. Il n'y a plus d'impression, il n'y a pas de planche à billets, on n'imprime pas de l'argent, et on veut du déficit zéro. Et ça, il le dit très, très, très clairement, et c'est pour ça qu'effectivement, les journalistes disent souvent, il a quand même été élu sur un mandat un peu, ils disent, destructif, c'est-à-dire détruire l'État dans ce qu'il a de plus mauvais, hein, avec ses dérives budgétaires. Alors là-dessus, ça nous fait un personnage assez, du point de vue économique surtout, monolithique, c'est-à-dire, il tient à cette pureté de position, donc non aux alliances. L'alliance, donc il faut être avec les plus purs. On ne peut pas se permettre, il le dit, il reproche beaucoup à Mauricio Macri d'avoir procédé avec du gradualisme. Il dit aujourd'hui, si on veut combattre le kirchnerisme, il faut le combattre. On ne peut pas combattre le kirchnerisme ou les précédents gouvernements depuis la modération. Il faut le combattre vraiment avec, pas dans les demi-teintes, mais avec cette homogénéité de pensée. Donc, non aux alliances, non aux compromis, ce qui est très intéressant parce que nos collègues Eduardo Victoria ont évoqué effectivement les élections de 2025, de l'an prochain, et donc là, il va se poser peut-être la question des alliances, mais là-dessus, il dit très clairement « je ne veux pas d'alliance ». Donc, on a ce côté qui est tout à fait intéressant et qui lui donne finalement, je pense que sa crédibilité aujourd'hui en matière d'économie repose là-dessus, c'est-à-dire une position sans faille, je ne peux pas entamer, comme le père de famille qui aurait un adolescent épouvantable qui lui demande de l'argent tous les week-ends. Non, non, il n'y a pas d'argent. C'est comme ça. Hein. Alors on a ça. Pour compléter un peu les mesures que vous évoquiez l'un et l'autre, on a... bon, bien sûr, je reviens un peu à la question de Geneviève. Comment expliquer qu'il surfe encore dans les 48... Il caresse un peu les 50% d'approbation, alors que quand même la pauvreté, etc. Je veux dire, l'Argentine, il y a une Argentine qui souffre quand même. Eh bien, c'est que, évidemment, quand vous arrêtez l'inflation, moi j'ai connu l'Argentine avec... C'était l'époque aussi, le Brésil a eu 2700, 4 chiffres, hein, 2500 d'inflation par an, hein, on voit la valse. Je me rappelle, après, il y a eu le Brésil, il y avait eu Pedro Malan qui était arrivé pour contrôler ça, puis on avait eu Cavallo en Argentine. Mais donc, l'Argentin, mais pas depuis 20 ans, depuis 45 ans, il vit avec une inflation, donc il a des billets qui brûlent dans sa poche, parce que si vous ne les dépensez pas, ils ne valent plus rien. Donc, on a ça. Donc, vous stabilisez l'inflation, vous la réduisez, là on va l'approcher, elle est à 3 et quelques, elle devrait descendre, bah, du coup, ouf, vous donnez le pouvoir d'achat, les retraites finalement, ben, on les avait valorisées un petit peu, mais comme l'inflation se calme, elles vont valoir plus, les aides sociales, etc. On a ce phénomène qui explique l'approbation dont il bénéficie jusqu'ici. Alors, un autre exemple qui s'ajoute à la liste des initiatives, nous étions là le 29 novembre, c'était jeudi, vendredi dernier, le gouvernement, c'est intéressant là ce qu'il fait, il a ouvert un nouveau site web sur Internet en invitant les citoyens, alors il faut justifier, on peut pas, c'est pas un site pour verser la rage qu'on a au cœur, mais simplement il invite les citoyens à dénoncer toutes les mesures normatives
qui entravent la vie, et à les justifier, à expliquer pourquoi, qui entravent ou qui compliquent l'activité économique. Au bout de 6 heures, apparemment, ils ont collecté 1200. Et puis en même temps, on demande aux citoyens de faire des propositions correctives. Donc voilà, 1200, quelques heures après, ça donne une idée de ce qui est en cours. Et en fait, toutes ces normes qui se sont empilées au fil des temps relèvent c'est des normes nationales, fédérales et aussi des provinces et des municipalités, donc tous les niveaux de la gouvernance publique. En plus, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire dans d'autres espaces, mais notre centre de recherche, on a organisé un colloque très intéressant à Buenos Aires au mois de février. On a eu, parce qu'il est également professeur dans notre université partenaire, dont il y a ici quelques étudiants ce soir, on a eu Federico Sturzenegger, qui est, au fait, mutatis mutandis, ça serait le Elon Musk de Trump maintenant. Peut-être que Musk va s'en inspirer. C'est monsieur, je vois comment supprimer ces normes. Hein. Et Federico Sturzenegger nous expliquait qu'il y avait des normes qui, certaines viennent de l'époque des militaires, des régimes militaires. On est dans les années 60 et puis après dans les années 70. Par exemple, il citait le cas de normes de pêche ou sinon une norme sur l'urée qui pèse encore, où soit la production, soit le commerce de l'urée était contrôlé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, pour les militaires, c'était un input, hein, une denrée qui peut-être avait une finalité dans la fabrication des voilà. Donc, typiquement, et c'est resté. Mais c'est resté 40 ans après. Donc, voilà tout ce qu'ils veulent nettoyer. Donc, au fait, on se retrouve, pour avancer vers la conclusion, devant un gouvernement qui a pour but, et là-dessus, il est parfaitement en phase avec les 2 prix Nobel de cette année, je pense à Robinson et puis à l'autre dont le nom ne me revient pas, mais au fait, qui préconise des institutions claires, des cadres normatifs simples, facilement qu'on puisse facilement interpréter par l'acteur économique et le citoyen, une gestion politique, une gestion publique transparente, de façon à permettre à l'activité économique de se développer, surtout l'activité privée, justement. Hein. Ça serait ça son but. Et donc, effectivement, on se dit qu'entreprendre en Argentine est un parcours du combattant. Vous avez, n'en parlons pas aussi pour la PME, elle paye beaucoup de taxes, elle a une infrastructure et une logistique qui est mauvaise, qui n'est pas au niveau, il y a beaucoup de bureaucratie, il y a des régulations qui s'entremêlent les unes les autres, et puis une macroéconomie qui est en permanente instabilité chronique. Donc, effectivement, on peut s'imaginer qu'on a toutes ces capes géologiques qui se sont accumulées. Donc, il y a, c'est le terme hojarasca, hein, c'est la pile de papier et de feuilles de papier qu'il faut nettoyer. Et lui se situe vraiment dans cette ligne-là. Libérons les énergies pour que l'acteur privé donne le meilleur de soi, parce qu'il dit, c'est vrai, on est dans un pays où finalement, on fait des acteurs qui ont la phobie de la concurrence, puisqu'il y a des tas de chapelles qui se sont développées au fil des temps, et puis vous payez votre obol pour effectivement résoudre l'obstacle. Alors, pour terminer, c'est vrai que, et sans jouer à Madame Irma pour l'année prochaine, ça va donner sûrement lieu à beaucoup d'encre et beaucoup de débats, mais effectivement, il y a, je ne sais plus qui il disait finalement, Churchill a gagné la guerre, mais il a été battu dans les élections très vite après. Mais ça y est, la paix était acquise. Raúl Alfonsín a battu l'inflation. Il n'a pas été réélu, mais pardon, excusez-moi, Raúl Alfonsín, c'est pas l'inflation, je voulais dire la démocratie. Il a scellé le retour de la démocratie, et après, il n'a pas remporté les élections suivantes, mais la démocratie était déjà acquise, et elle l'est toujours pour les Argentins. Je ne vois pas des Argentins envisager un autre chemin que celui de la démocratie. Et donc, certains disent, bon, on pourrait penser que pour Javier Milei, peut-être qu'il gagnera pas, ou il gagnera en 25, mais pas en 27, ou en 25 et en 27, puis on verra après. Mais en tout cas, je pense qu'il sera heureux s'il rentre chez lui en se disant, la stabilité économique, elle est acquise, hein, comme la paix pour Churchill, la démocratie pour Alfonsín, la stabilité économique. Donc voilà, point d'interrogation. Une question, Florence.
qu'est-ce qui se passe si, aux élections législatives, il n'a pas d'appui? Admettons que c'est massivement l'opposition. Est-ce que ça paralyse les réformes sur lesquelles il s'est engagé? Est-ce qu'on pourrait désasser, c'est-à-dire défaire les réformes qui ont déjà été engagées si le pouvoir législatif en décidait ainsi? Alors, pour le défaire, là, je me tournerai, je ne sais pas, Victoria, parce que je n'ai pas une culture juridique. En tout cas, l'idée, c'est quand même de blinder et de faire en sorte que la citoyenneté en profite et se l'approprie. Hein. Alors le tout, c'est que sans rentrer dans le sujet, parce que effectivement, mais effectivement, il y a du coup, c'est pour ça que je dis que le personnage interpelle, parce qu'il déroute, et il déroute ses alliés, presque plus que l'opposition. Donc, quelles vont être les constructions? En plus, il n'y a pas d'alliance. On a dit, on n'est plus, je veux dire, il faut aller vite. Hein, l'idée du tempo est très forte là en ce moment. Il faut aller vite, d'un seul bloc. Il faut donc pas d'alliance, mais le chemin est long jusqu'en octobre de l'an prochain. Il est très long, et puis on va voir, parce que l'avènement de Milei a laissé complètement dérouter non seulement le parti péroniste avec ses différentes chapelles, mais là vous voyez, il y a déjà Christina Kirchner qui ressurgit dans le panorama et qui veut se hisser comme l'opposante, ce qui peut-être arrange Milei parce que c'est plus clair comme opposition. Et puis, il y a la coalition de Mauricio Macri qui est très boudée. Monsieur Macri, aujourd'hui, s'estime un peu... Il dit, nous, on fait partie de ceux qui complètent cette insuffisance qu'il a au Congrès. On aide, et puis finalement, on s'entend dire, on ne veut pas trop pratiquer des alliances. Donc, à mon avis, on va faire face à une recomposition du parti, mais qui a commencé ces jours-ci, entre recomposition du parti de l'alliance de Macri et surtout du parti péroniste au lato sensu, non? La ley Bases peut être un exemple de ce qui peut se passer s'il ne remporte pas la majorité. C'est-à-dire que ley Bases, il y avait un projet de 670 articles, il n'y a que 220 qui a pu être voté. Donc, c'est-à-dire négociation, et donc et des réformes plus modestes et plus lentes. Alors, Sébastien, vous allez nous parler de l'OCDE et aussi du rapport qui va sortir la semaine prochaine, que vous publiez chaque année et qui couvre tous les pays. Vous allez donner un peu votre perspective où est l'Argentine dans ce rapport. Merci. Merci Geneviève, et merci encore pour cette invitation de l'Institut France-Amérique. Normalement, j'ai une présentation à chaque fois, mais aujourd'hui, justement, je n'ai pas de présentation parce que le rapport est sous embargo. On aura le lancement la semaine prochaine, lundi prochain, avec la présence de plusieurs ministres et chefs d'État d'Amérique latine. Mais je vous donnais quand même quelques éléments de comparaison où on voit l'Argentine par rapport à l'Amérique latine et par rapport à l'OCDE. Déjà, il y a un aspect très important, c'est de savoir qu'à l'OCDE, donc, on couvre beaucoup de sujets qui vont de la politique d'éducation, de la santé, de la fiscalité, mais aussi tout ce qui est la stabilité macroéconomique. Donc, c'est toute une batterie de politiques publiques que l'on pense importantes pour améliorer la vie des citoyens. Donc ça, c'est un principe qu'on a à l'OCDE et pour lequel, donc, finalement, on voit des indicateurs qui peuvent nous donner une idée où on est en termes de croissance inclusive dans chaque pays. Donc, dans le cas de l'Argentine, et c'est un peu similaire à ce que l'on trouve dans la moyenne de l'Amérique latine, donc il y a un défi, bien entendu, de productivité. Donc la productivité aujourd'hui de l'Argentine représente 50% de la productivité de l'OCDE. C'est un peu plus élevé que la productivité de l'Amérique latine en moyenne. En moyenne, l'Amérique latine, c'est plutôt 33%. Donc c'est quand même un niveau plus élevé, mais quand même encore la moitié de la productivité de l'OCDE.
Il y a des aspects aussi importants au niveau des dépenses en recherche et développement. Donc c'est seulement 0,5% du PIB. Donc c'est encore moins élevé de ce que l'on trouve à l'OCDE. On est en train de parler de presque 2% du PIB à l'OCDE. Et un aspect très important aussi, c'est sur le volet social. Donc Victoria en avait parlé précédemment. Donc on a une pauvreté avec les statistiques nationales, presque 50% de pauvreté. Quand on fait des comparaisons plutôt au niveau d'Amérique latine, donc c'est un petit peu moins élevé, donc c'est quand même élevé par rapport à la moyenne de l'Amérique latine, c'est plus de 30% de pauvreté, ce qui fait qu'il y a encore un défi social très important en Amérique latine, mais aussi dans le cas de l'Argentine, avec des inégalités pas aussi élevées que la région la plus inégale du monde, qui est l'Amérique latine, mais quand même qui reste élevée, avec une politique, par exemple, au niveau de l'éducation, comment améliorer la qualité de l'éducation, la performance des étudiants, quand on voit les résultats des preuves PISA. Donc, pour l'Argentine, c'est un peu presque la même moyenne que l'on a pour l'Amérique latine en général, et c'est 100 points de moins que l'on trouve à l'OCDE. Donc, c'est 400 points PISA, donc c'est 100 points de moins. À l'OCDE, c'est presque 500. Donc, on a des défis au niveau de la productivité, aussi au niveau social, que l'on voit finalement en termes, par exemple, des exportations. Donc, en termes des exportations, c'est un pays où encore on voit que tout ce qui est les exportations des technologies par rapport au total des exportations, c'est moins de 10%. C'est encore très bas par rapport à ce que l'on a dans la moyenne de l'OCDE. Il faut financer cela, mais en même temps, c'est un pays où la taille est très élevée. Et très élevée quand on compare avec les pays de l'Amérique latine. Donc on est en train de voir un pays où une façon de mesurer la taille, c'est avec les impôts sur le PIB, c'est 30% du PIB. À l'OCDE, c'est 34%. C'est pratiquement le niveau de l'OCDE. Amérique latine, c'est 21,5%. Donc c'est vraiment un pays qui est à des niveaux les plus élevés de l'Amérique latine. Donc c'est là où on voit comment il faut améliorer aussi les dépenses publiques. Donc des mesures très bien que l'on avait déjà recommandées précédemment dans nos rapports, par exemple comment enlever des subventions qui sont régressives dans le pays, comme c'est le cas de l'électricité ou les énergies, mais aussi du transport. Comme des mesures aussi de suivi des dépenses publiques, suivi des budgets. Donc toute une batterie de politiques de monitoring des dépenses publiques. Donc ça, c'est très bienvenu à faire dans le cas de l'Argentine, où la taille de l'État est très importante, où on voit en même temps que les dépenses sociales ne sont pas élevées. Donc on voit que c'est 13% du PIB finalement, les dépenses sociales. Dans le cas de la moyenne de l'Amérique latine, c'est 11%. Donc ce n'est pas très élevé par rapport à ce que l'on voit, différence entre les impôts qu'on a en Amérique latine par rapport à l'Argentine. Donc c'est là où on voit des dépenses qui ont été inefficientes pendant de longues années, où on voit que c'est très important de faire un suivi, enlever quelques impôts qui sont régressifs, mais aussi très important, alléger des charges et donner des compensations à ceux qui, par exemple, utilisent de plus en plus les moyens électroniques. Donc ça, c'est des exemples aussi, comment la transformation digitale rentre aussi dans le processus budgétaire et améliorer aussi donc, l'efficience de l'État. Il n'y a pas que l'État pour répondre aux défis sociaux. C'est justement dans notre rapport sur l'Amérique latine qu'on va lancer la semaine prochaine. On parle des financements pour le développement, mais aussi comment le secteur privé peut jouer un rôle très important. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans le cas de l'Argentine, c'est que d'abord, le crédit par rapport au PIB, c'est 12% seulement. Ça, c'est vraiment très bas.
les crédits donnés au secteur privé par les banques, donc uniquement 12%. Donc ça, c'est très bas par rapport aux 44% qu'on a en Amérique latine. Donc même par rapport à la moyenne de l'Amérique latine, c'est très bas. Et la capitalisation boursière, on est en train de parler des 8% du PIB. Donc ça, c'est très bas, même par rapport à la moyenne de l'Amérique latine, qu'on est presque 36%. Donc il y a des réformes, bien entendu, au niveau de la stabilité macroéconomique qui doivent aider justement au développement du secteur privé, au financement privé. Et aussi, il faut savoir qu'il y a une demande internationale, par exemple, pour les titres, en anglais, on les connaît comme les GSSS Bonds, les Green Social Sustainability and Sustainability Linked Bonds. Donc, avec ces titres-là, donc s'il y en a de la confiance, avec le cadre qui est déjà dans le pays pour l'émission de ces titres, donc il y a, par exemple, les opportunités d'investissement dans des secteurs que l'on voit importants dans le pays. Juste pour terminer, il y a aussi donc, toute une agenda importante de comment l'investissement privé peut aider à réduire les déficits dans tout ce qui est infrastructure publique. Et ça, c'est très important quand on voit qu'il y a un défi important dans tout ce qui est certains secteurs, comme ça peut être l'eau ou les déchets, ou l'agenda Global Gateway européenne. On avait parlé avant des États-Unis, mais il faut parler aussi de l'Union européenne. Et l'agenda Global Gateway peut aider dans cela. Donc ça, c'est nos visions des données, mais aussi des politiques récentes en Argentine. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous... comment vous voyez, je ne sais pas s'il est trop tôt, parce que ça fait qu'1 an que le président Milei est au pouvoir, mais est-ce que vous voyez déjà des trends dans vos analyses qui indiquent, je ne sais pas, toutes ces mesures de coupures budgétaires, de futures privatisations? Comment c'est vu par une organisation comme l'OCDE comme perspective? Non, il y a des chiffres où on le voit directement, comme tout ce qui est l'aspect monétaire. Donc ça a aidé à justement réduire l'inflation en Argentine. Après, toutes ces mesures, ça prend du temps aussi qu'il y ait un résultat en termes de, par exemple, croissance inclusive. Donc c'est là où on est vraiment plutôt guidé par tout ce qui est fait aujourd'hui, par ce que nous, on peut recommander aussi dans tout le volet qu'on fait à l'OCDE, pas seulement au niveau de stabilité macroéconomique, mais aussi au niveau social, au niveau d'éducation, au niveau de l'environnement, pour finalement aboutir à des meilleures vies, comme on dit à l'OCDE, avec des meilleures politiques publiques. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, Jeff Streeton, you'll talk to us about your group. It's fascinating because Eramet is a very successful group, a model, I think, even on the level of corporate social responsibility. You've proven that you're really a responsible group. It's always difficult these days, because we always question anything that is mining is related to pollution, water use, and electricity use, and the rest. And it's interesting for us to know about your project, which is in the making in Argentina. Thank you. Very much, Genevieve, for your very kind words. And yes, I do apologise. Australian geologists, we're not renowned for our capacity to speak fluently in French. And j'apprends le français, mais c'est un grand défi pour moi. So I'd like to first just say a few words about Eramet, and to build on the comments Genevieve made in her introduction, just to
explain a little bit about who we are and our operations around the world, and then I'll talk specifically about the very exciting project that we are currently constructing in Argentina. And so Eramet today is a global mining company. We're headquartered here in Paris. It's quite unique, French international mining company. And we are particularly active in a number of commodities, both industrial and also what we associate with the energy transition. And in manganese, we are the world's largest producer of high-grade manganese, and manganese is a metal that is the secret ingredient in steel that makes steel strong. It's the manganese that gives steel its special properties. We produce nickel. We operate the historic nickel mines in New Caledonia of Société Le Nickel. And then we also operate in the new mining region of Indonesia, which is the new Saudi Arabia of nickel. We operate mineral sands in Senegal, and we have a portfolio of smelters that smelt manganese into manganese alloys in Gabon, here in France and Norway and the United States. But today I'll speaking more about our lithium project, which we have been developing for the last 14 or 15 years in Argentina, in the province of Salta. And it's a very important project because it represents, for us, not only a new commodity for us to be producing, but it also represents for us a very significant deployment of a technology that we have developed here within Eramet, and particularly here in France at our research facilities at Trappes. And it also is a culmination of many years of effort to build a very strong social license for our project, which you'll see in my presentation is in a very remote region of Argentina, a very undeveloped region of Argentina, and with a community for whom what we bring and our activities is totally different to their previous life experience in the high Andes Mountains. So a little bit about Eramet. 11,000 employees. We operate in 15 countries. Last year, we had an adjusted turnover of little short of 4 billion euro and an adjusted EBITDA of 770 million euro. We have, and we're very proud of this, one of the lowest safety incident rates in the mining industry globally. And mining and all the activities associated with mining is an industrial activity, heavy machinery, lots of heavy, complex plants, and it is an industry which has challenges in safety, and we are very proud of the fact that we have globally one of the lowest safety incident rates. We also have a very high proportion of female managers, which again, mining is a traditionally very masculine, very monoculturally industry, and it's a substantial transition that we're going through to develop our company. So nickel and cobalt and lithium, they're very critical elements for the energy transition. They're at the heart of batteries, and then along with copper, they're the heart of the whole energy transition story. And maybe some examples for you. A standard electric vehicle today with a nickel-based battery, so a typical Tesla, for example, that battery needs 45 kilograms of nickel, 6 kilograms of cobalt, and 40 kilograms of lithium carbonate equivalent. And to produce that nickel, we need to mine and process 5 tons of ore. And when you think of the millions of cars that are converting to electricity-powered traction, it's an enormous growth in demand for nickel. For our project in Argentina, we don't actually mine rock. We extract the lithium from what's called brine, or very salty groundwater that we pump out of the ground. It's like a soup of salts of lithium and magnesium, potassium, sodium, and we extract from that soup just the lithium. But we need to process 20,000 litres, so 20 cubic metres, a swimming pool worth of water or brine to get enough lithium just for one car.
But these are metals with massive global growth in demand, but also substantial investment being made to produce them. And as you spoke earlier, Genevieve, that triggers a lot of complex investment, complex social and environmental management challenge. But this is all something that ultimately the industry has to deliver in order to support the global energy transition. At the heart of Eramet is CSR, and we have what we call a corporate social responsibility roadmap, Act for Positive Mining, based around three really key elements. We want to be a trusted partner for nature. Most of our operations happen in regions of interesting biodiversity or great environmental significance. We want to care for the people, not only who work for us, but for the communities that host us, because ultimately we operate mines that have to last for many decades. Our operations in New Caledonia have been operating for 130 years in what's obviously known as a very complex social environment, in Gabon for 60 years. And we need the communities that host us to want to continue to host us, because without that you can't operate an industrial plant. But we also need to transform over time our value chain to meet the expectations of modern society. And so at the heart of our commitment of how we operate, and this is something we've brought to bear in Argentina, is that every one of our sites will be audited against the International Responsible Mining Assurance Standards, which is at the heart of sort of industry expectations for metals purchasing. So a little bit about our project now in Argentina. You've got a photo there. I have another one I'll show in a minute. This project is at 4,000 metres altitude in Salta province in northwestern Argentina. It's a spectacular location. It's basically a valley in the high Andes Mountains that has been filled over time with sediment, and out of that sediment, lithium has leached into the groundwater, and that's what we're extracting. We have 10 to 15 million tonnes of lithium carbonate equivalent. Unfortunately, we can't extract that all. It's enough to make us a very significant contributor to the global supply of lithium. We'll produce in our first phase 24,000 tonnes. And we hope to be starting our first production in 2 weeks' time. We've been building this project for the last 3 years, developing it for the last 15 years. We inaugurated it in July, and we hope to start turning the valves on the 19th of December. Touch wood. But it has a 40-year life and will be a first quartile cost producer, so it will be in the lowest quarter of the cost of producing lithium in the world. But what's most significant is this direct lithium extraction technique, through which traditional lithium extraction from brine, companies build enormous ponds that the brine is pumped into, it evaporates over many months, it leaves behind complex waste residues. Our lithium extraction technology can just chemically extract the lithium out of that salt, leave everything else in the brine, which can then be returned back to the salar, the groundwater resource. So we can extract that lithium, 90% of it, within 1 week. The traditional methods of producing lithium from this source would extract around 50% of the lithium in 18 months. So it's a much, much more efficient method. And we can recycle the majority of the fresh water that we consume in that chemical process. We have in this resource the scope to expand and double it. We recently acquired half the project that we did not own from our Chinese partner Tsingshan, and provided, and we'll talk about this in the next phase, provided the investment settings are right, we'd be very keen to grow through further investment. We've spent around $900 million on the first phase of this project, $900 million US, and we would look to invest a comparable quantity again to expand the project. Just showing you there, the spectacular location where this project is based. It's a very challenging location, minus 25 degrees at night, 35 degrees in day. The wind howls down that valley. It's often we have to stop construction work. It's too windy to work. But absolutely spectacular location. How many
guess nobody lives in that area. It's very isolated, so you have to improvise housing for people who stay there a month at a time. And how many people would be working on this facility? During the construction, we've had around 1,500 on site. But once we're in operation, it'll probably be around 350 would be the workforce for the first phase. But people do live there. The communities that live there have been there for millennia. But they're very spread out. They traditionally grow quinoa and or herd animals, but it's a very, very low density of population. The typical communities are 10, 20, 30 kilometres away, just small numbers of people. But we've had to build relationships with them and take them through the process as we've developed this project, and we enjoy very strong support from those local communities. I guess there were laws in Argentina that implied that you had to negotiate with the Aboriginal population, because these are Aboriginal people. So you had to negotiate, and did you end up instituting local projects for Yes. local employment? So yes, we've obtained what in sort of social policy is called free, prior, informed consent. So we've negotiated and obtained from those local communities a very clear consent for this project to proceed. And yes, we've supported economic development projects, social development projects, education development projects as well. And that's totally on top of everything that we do from a routine regulatory perspective for the requirements of Salta Province or obviously our fiscal contributions into the federal budget of Argentina. And on your slide, there was a reference to the supply chain. Will there be any kind of local transformation on site or nearby or within Argentina before it's being exported? So we will produce what's called lithium carbonate, which is like a white powder that can either directly go into some forms of batteries or be converted into other forms of lithium for other batteries. Today, there is not a conversion industry in Argentina. The Argentinian government is absolutely looking at how it can participate further into the value chain. Today in the world, 90% of that activity happens in North Asia. So the bulk of our production in initial years will be exported to those markets. But over time, as those markets develop, be it in Argentina or be it here in France or elsewhere, we will look to export to wherever those markets require it. Maybe with the privatization drive in Argentina and capital being freed up, maybe you'll have locally produced batteries or components of absolutely. batteries. I mean, there's a very globally significant lithium industry now emerging in Argentina, and you need scale to be competitive. So as they develop scale, that may well become an industrial base for Argentina. Thank you. Nous avons quelques minutes pour procéder à des questions. Si vous voulez merci, vous nommer. Il faut que ce soit des questions très courtes, hein, et aussi vous identifiez votre profession ou votre... Oui, bonsoir. Damien Régnard, ancien sénateur et président de France-États-Unis au Cercle ici. Deux questions très très courtes. La première, c'est nous n'avons pas du tout parlé du Mercosur. Or, l'Argentine est un partenaire là-dedans, donc j'aimerais avoir l'avis du côté argentin de ce traité. And the second question will be more on Eramet, and it will be as French international investor in this country. How would you rate, positively or negatively, the 1 year of presidency of Milei? You haven't mentioned anything regarding the change, so I would be interested. That's it. Thank you. Eduardo, do you want to say just a few words on the first question, or? Yes, I know this question was going to come up, but
As you know, this treaty has been negotiated for the past 20 years between the two blocs, and it's still being negotiated. So I know it's a very important issue here, and everybody's paying attention, but we still have to wait to see the developments of what it's going to become. But France is just what, 42nd, 23rd economic partner with Argentina and with most of the countries. France is not really present, so no, but these are, first of all, two blocs. It's not France. So it's the European Union and Mercosur. And even in South America, Mercosur is always a hot issue also, how it works, why it was created, where it's going to go. So this weekend, this Friday, there's going to be a meeting of Mercosur. As it is, every year it changes the presidency pro tempore. So, but I would say we have to wait to see where the negotiations go. Pour vous apporter, monsieur, un élément de réponse, si je peux me permettre, nous organisons la semaine prochaine, le jeudi 12 décembre, à l'avenue Hoche, tout près d'ici, tout près de l'Étoile, Alpha organise une rencontre avec deux personnalités, une personne qui a été dans le processus de négociation Union européenne-Mercosur, et on organise une rencontre là-dessus. Si cela vous intéresse, je vous invite après à me le dire et je me ferai un plaisir de vous envoyer l'information. Ça sera exactement la même heure qu'ici. Et ça va être le sujet de notre rencontre. Merci Florence de mentionner cette importante rencontre. Jeff? Sure. So I think if you think about our project, we made the decision to invest 3 years ago under the previous government, and when you look at the situation in Argentina, the bulk of the regulatory interaction we have is at a provincial level with the government of Salta, and it's really at the federal level predominantly our engagement is on fiscal terms. So we made an investment under the previous government, and we had under that framework that they proposed, we negotiated directly company to government certain fiscal elements that gave us the confidence to invest. We've seen in the presentation here with the RIGI framework a desire to put in place more standard investment incentive frameworks, which I think is a very positive because that creates greater certainty for investment compared to more opaque private negotiation or treaty frameworks. I think at a practical perspective, our experience therefore is somewhat limited to only the last 12 months, and we're yet to negotiate another phase of investment. I cannot understate how significant the impact on inflation has been. So when you are making a very heavy capital investment, we report our balance sheet in euro. We sell our product in US dollars. We investing almost $1 billion. We pay, for example, value-added tax on everything we buy, or every goods and service we buy. That amounts to a very substantial sum, but that's then accrued in peso, which then, due to inflation, devalues very heavily. And so suddenly the value that you can then reclaim as an exporter is devalues very heavily. The value that you can, in a very high inflation environment with devaluation, the ability for you to manage cash becomes extremely complex. So a fiscal regime or an economic policy setting that is stabilising inflation, stabilising the currency, stabilising those situations that really impact our day-to-day operations and the motivations of our workforce has a very significant and positive impact. And so that side of it has been very positive. The fiscal framework, we're really keen to see how that evolves as it passes through, but it's certainly a positive framework. But there's still more that I think Argentina needs to do to attract investment in internationally facing markets, because in commodities, we have to compete with the world. What we produce in Argentina has to compete with lithium from Chile. It has to compete with lithium from Australia, lithium from China. And so you need fiscal settings that ultimately enable you to be internationally competitive, not just viable in the country of investment. Thank you, Jeff.
Oui, monsieur. Jean-Paul Jeanneret, HEC Club International. J'ai une question qui me trotte dans la tête pour Madame Pinault. Qu'est-ce que le pape pense de ce nouveau président? Et est-ce qu'il a exprimé une position? Alors, on disait qu'on a un tempérament assez qui aime la confrontation chez Milei. Cela dit, notre pape François n'est pas non plus si facile que ça. Et c'est vrai que, alors, dans l'histoire, dans ce ping-pong un peu, allez, appelons les choses un peu agressif qui a eu lieu, je pense que c'est le président argentin qui a dû tirer le premier en parlant de ce communiste qui siège à Rome. Entre guillemets. Bon, à part ça, heureusement, le pape François, il a quand même l'attitude d'un homme d'église avec cette générosité. Donc, après, ça s'est lissé, mais il y a eu comme ça pas mal de bisbilles. C'est pour ça que je disais qu'il est déroutant et qu'il se prête à ces... Après, il y a les journalistes qui ont énormément de choses à éplucher parce qu'il y a pas mal de déclarations comme ça qui sont assez brutes de fonderie. Alors, par moment, si vous voulez, je parle en mon nom propre, hein, je pense que par moment, le pape François, il n'est pas non plus, de temps en temps, moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même l'homme qui a et il a tout à fait le droit, ses sympathies politiques qui dorment en lui et qui se réveillent de temps en temps. Et il est vrai que il a eu quand même, si on regarde tout ce langage des signes que les diplomates ici dans la salle connaissent bien et que nous, professeurs-chercheurs, on décrypte, il a salué, il n'a pas salué, il a dit bonjour, il a répondu très vite, il a félicité plus tard. Tout ce langage-là, le pape François quand même a reçu des personnes, hommes et femmes, qui, de toute évidence, aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un pour la nommer, comme Milagro Sala, c'est quelqu'un qu'un Argentin n'associe pas forcément à la non-corruption, plutôt le contraire. C'est une femme de la province de Salta qui a géré des plans, des programmes sociaux de construction de logements qui n'ont pas été tous terminés. Bon. Et là-dessus, elle va à Rome et le pape François la reçoit. Où elle était malade, il lui envoie un chapelet. Bon, alors on peut voir aussi la générosité de l'homme d'église pour qui toutes les âmes sont des sœurs et méritent. Donc il y a un peu de... c'est pas si tranché que ça. Je pense que... Alors d'un autre côté, le pape François, comme il a été très souvent instrumentalisé aussi par l'actuelle opposition, il est un petit peu là de ça qu'on utilise. Bon, vous remarquez, on a des polémiques aujourd'hui aussi sur sa non-venue à Notre-Dame et sa visite en Corse. Je ne pense pas que de sitôt, parce que vous avez un pape argentin, tout le monde regarde depuis quelques années, est-ce qu'il va venir en Argentine? Il n'a pas remis les pieds depuis qu'il est à la tête du... il n'a pas remis les pieds en Argentine. Hein. Je crois qu'on dit comme ça qu'il est parti avec ses choses, sa petite valise, et il n'est pas revenu depuis. Donc, affaire à suivre, c'est intéressant. Mais on a deux personnalités, parce qu'il a une personnalité forte aussi, le pape François. Alors, je ne sais pas, je réponds un peu un peu par des sentiments un peu personnels. Merci, Florence. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux autres questions dans la salle? Alors, on va aller... Bonsoir, je suis Philippe Penel, vous ne me connaissez pas. Je suis un ancien banquier à la retraite qui a travaillé plus de 35 ans en Amérique latine et notamment en Argentine en tant que créditeur et en tant qu'investisseur. J'ai une question qui est peut-être difficile pour vous, mais enfin, je vous la pose quand même. L'Argentine a connu déjà, au début des années 90, avec un autre président, de forte personnalité aussi, une expérience qui voulait casser l'inflation, casser les déficits, rétablir une crédibilité pour l'Argentine dans le monde international. Il y était en partie arrivé. Malheureusement, c'était un homme du Parti justicialiste. Malheureusement, il s'est cassé les dents contre ses amis, les différents gouverneurs des provinces de Buenos Aires, qui ont fait en sorte qu'il n'a pas pu être renouvelé à ce poste-là. Quelle chance donnez-vous, et j'espère qu'elles seront réussies, à votre nouveau président, M. Milei, pour réussir là où Carlos Menem a échoué? Alors, la question s'adresse... qui veut répondre? Non? Oui. C'est plutôt à Eduardo Bogardo.
Et j'aurais juste une remarque à faire. Je trouve dommage qu'on ne parle pas espagnol, alors qu'on parle de l'Argentine, que nous sommes tous ici des latinos de cœur, et qu'on soit obligé de passer par l'anglais, alors que nous avons un hôte argentino. Voilà. Je pense qu'il faut s'excuser auprès de lui pour ça. C'est vrai que je pense que vous faites référence aux années 90 et au gouvernement de Carlos Menem. Il est vrai que certains de ses neveux sont dans le cercle intime du président. Ce gouvernement, à l'époque, alors, c'est vrai qu'il y a une analogie. Je pense que vis-à-vis de la... Carlos Menem, il a été associé également à des cas de corruption. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de renouveler ça. Et le gouvernement Carlos Menem, peut-être, il y a eu une espèce d'ouverture abrupte qui a fait au bout de 10 ans, donc il a été renouvelé. Hein. Il a fait un des gouvernements les plus longs des dernières décennies parce qu'il a fait 6 changements de la Constitution plus 4, donc 10 années de gouvernement. Donc, et il a laissé l'Argentine donc, en 2001, un default pour l'État-nation. La ville de Buenos Aires, par exemple, elle n'était pas un default. Et avec un taux de chômage de 21%. Donc je pense que c'est pour ça que le gouvernement de Macri, 2015, 2020 et 2019, qui a été aussi une expérience libérale, a voulu ce qu'on appelait tout à l'heure le gradualisme, okay? D'aller lentement dans les réformes. Mais la société argentine, ça n'a pas marché non plus. Donc lui, il n'a pas été renouvelé. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, j'ai l'impression qu'il tire des leçons de ça, de ces expériences-là. Donc je pense qu'il a appris des erreurs de ces expériences. C'est mon impression. Et pour compléter, effectivement, on mesure bien, on l'a bien mesuré pendant tout le processus électoral et depuis qu'il a pris ses fonctions. La lassitude, en espagnol on dit, pour Philippe, on va mettre un mot espagnol, el hartazgo, jusque-là. Et c'est-à-dire que vous vous dites, tout d'un coup, il y a un peu toutes les piques Kirchner-péroniste, parce que c'est un péroniste aussi qui a un peu comme une hydre, qui a plusieurs visages. On se dit, mais attendez, là, il y a eu des opportunités qui sont passées, les autres pays de l'Amérique latine les ont saisies, et puis il y a autour de la ville de Buenos Aires, dans ce qu'on appelle le cordon urbano, il y a des municipalités, La Matanza, il y a énormément qui ont quasiment 1 million d'habitants, hein, qui sont encore gérés par le péronisme. On dit, alors ce parti populaire qui défend les pauvres, mais il m'a laissé là, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours, mais j'ai pas d'égout, j'ai toujours des chemins de terre, j'ai pas un bon transport. C'est ça, un parti populaire. Les syndicats, c'est intéressant parce que la CGT elle-même, en ce moment, elle explose parce qu'il y a la famille Moyano, qui est le grand leader syndical des camionneurs, donc ça vous bloquez, vous avez la logistique dans la main. Et puis il y a un de ses fils, Facundo, qui commençait à se dire, écoutez les amis, il faudrait peut-être qu'on se fasse un peu d'autocritique quand même, parce que là, ce résultat d'élection, il est quand même parlant. Et là, il y a son autre frère qui, du coup, est parti l'autre jour. Donc, finalement, et les leaders syndicaux qui disent, depuis 50 ans, il y a ce discours, on défend le trabajador, le travailleur. Et puis c'est ça, au fait, quand je paye ma visite chez le médecin, je paye un obol aussi dans la caisse des... Non, alors je pense qu'il a... Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement il a surpris, on voit un vote jeune, il y a des jeunes, et c'est pas seulement le jeune urbain qui va à l'université, c'est le jeune qui est un peu dans le Deliveroo, qui est dans les services, des jeunes souvent viennent de couches qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas les plus nantis, qui ont appuyé. Donc peut-être là, on se dirait, mais la question est ô combien légitime. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait croire cette fois-ci? Bon, on a une configuration qui est celle-là d'une profonde lassitude, d'une érosion, ça part en lambeaux du discours populiste. Et en même temps, moi, chers amis, je me permets de partager ça avec vous, on a quand même l'air du temps, parce que ce discours du zéro déficit, moi je suis française aussi et c'est mon pays maternel,
ça résonne dans nos oreilles en ce moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir à l'Assemblée, mais cette histoire du zéro déficit. Tout d'un coup, bon, mais tiens, mais c'est intéressant. Moi, je vois, j'ai des collègues à l'ESCP, des professeurs d'économie qui disent, il y a quelques mois, mais c'est intéressant ce que fait Mila. Il y a un peu cette nouvelle résonance. Et puis ce style, effectivement, oui, un peu. Alors, on n'aime pas toujours tout ça, mais bon, un peu, il y a des éléments qu'on retrouve dans le Trumpiste également, ou dans cette droite un peu globale, dont j'imagine Milei aimerait bien faire un épicentre austral, là, au sud de l'Argentine. Donc, voyons tout ça, puis rendez-vous dans un an, en 2025. Merci Florence. Merci. Une dernière question, parce qu'on manque de temps, là. J'ai une question pour M. Parra. Est-ce que vous pouvez vous lever, parce qu'on ne vous voit pas? Excusez-moi. C'est une question par rapport à... Parce que vous n'avez pas parlé, je ne sais pas s'il y a quelque chose en référence à la... Est-ce que je peux vous demander votre... Moi, je m'appelle Juan Aguirre. Ouais. Ah oui, d'accord, merci. C'était par rapport à la dette argentine. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à la dette, parce que vous n'avez rien dit par rapport à la dette. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans le rapport. Et aussi par rapport, je peux me permettre pour compléter aussi par rapport à la monnaie argentine. Est-ce qu'il y a un besoin de dévaluation ou pas? Et par rapport à la compétitivité en Argentine, si on parle d'ouverture, des libéralismes, quel rôle du coup la monnaie argentine a joué? Oui. Oui, je pense que Florence peut aussi complémenter les autres panélistes, mais sur la dette, bon, d'abord, comme on connaît en Argentine, il y a eu plusieurs défauts de la dette, ce qui a fait que finalement le niveau de dette sur le PIB, ce n'est pas non plus les plus élevés de l'Amérique latine actuellement, en raison des défauts. Donc, il y a par contre, traditionnellement, ce qu'on a observé en Argentine, c'est le manque de crédibilité. Donc, soit par les agences de notation, soit par les spreads souverains. Et je crois que dans une des présentations, il y avait combien, je crois que c'était la tienne, combien le spread avait été réduit pour l'Argentine. Donc, déjà, il y a une confiance qui a augmenté de la part des investisseurs sur la dette publique en Argentine. Il y a quand même un coût élevé en termes de service de la dette par rapport, par exemple, aux politiques sociales. Donc, à nouveau, on a des indicateurs, combien on paye de dettes par rapport aux dépenses en éducation, en santé, et on trouve que l'Argentine, si je ne me trompe pas, c'était en éducation, c'est quand même dans des niveaux très élevés, même par rapport aux autres pays de l'Amérique latine. Donc, même avec un niveau de dette sur PIB qui n'est pas le plus important, les services de la dette, traditionnellement et surtout dans les dernières années, a été très coûteux. Et c'est là où on voit vraiment comment la crédibilité des politiques publiques est très importante pour réduire les coûts de la dette et finalement financer les politiques sociales. Tout ça, c'est lié finalement à un cadre macroéconomique qui est très important à suivre. On a beaucoup parlé du cadre fiscal. C'est le sujet finalement que l'on traite dans notre rapport qu'on va lancer la semaine prochaine. Mais au niveau monétaire, juste un mot, très important, bien entendu, toutes les politiques de réduction de l'inflation, puisque finalement, ce n'est pas seulement une question de stabilité macroéconomique, c'est aussi de pauvreté. Et en Argentine, ça a coûté énormément d'argent aux pauvres, l'augmentation de l'inflation, plus qu'à la moyenne de la population. Et au niveau monétaire, il faut penser aussi dans le cadre de la politique d'échange, donc comment finalement aller vers une politique d'inflation objective. Ça n'a pas marché, pas dans le gouvernement précédent, ils n'ont pas essayé, mais dans le gouvernement de Macri. Donc, on ne peut pas le faire tout de suite. Et c'est pour cela que finalement une stabilité fiscale peut aider, ou budgétaire, pardon, ça peut aider finalement pour aboutir dans une politique d'inflation targeting dans le moyen terme. Merci, merci beaucoup. Alors, merci à nos intervenants, vous avez été extraordinaires, vous nous avez beaucoup enseigné des nouvelles informations. Merci encore. Hein? Et merci.